Attractivité, transition écologique, innovation technologique, tensions financières, attentes sociétales, l'hôpital est confronté aujourd'hui à de nombreux défis. Des défis qui appellent des transformations majeures, sociales, numériques, organisationnelles. Des défis que doivent relever les dirigeants hospitaliers. Mais ils ne sont pas les seuls à devoir impulser ces changements décisifs. Ces enjeux n'ont rien de spécifique au secteur de la santé. Ces enjeux traversent toutes les organisations. D'où l'ambition de ce podcast. Faire dialoguer des dirigeants hospitaliers avec des dirigeants d'organisations et d'entreprises d'autres secteurs. Ce podcast est proposé par l'ANAP, l'Agence nationale chargée d'appuyer la performance sanitaire et médico-sociale. Agence publique de conseil et d'expertise pour les établissements de santé et médico-sociaux, elle accompagne les professionnels de santé dans ces grandes mutations. En partenariat avec la conférence des directeurs généraux de CHU, elle lance cette série de podcasts parce qu'elle est convaincue que le partage d'idées et l'échange d'expertise entre dirigeants constituent une source précieuse d'efficacité et d'innovation. Ainsi, dans chaque épisode, des dirigeants hospitaliers et des décideurs d'autres secteurs croiseront leurs regards et leurs expériences pour identifier des leviers concrets et relever les défis stratégiques des organisations. À l'hôpital et ailleurs, regards croisés entre dirigeants. Le podcast qui donne la parole aux dirigeants hospitaliers et d'ailleurs pour relever les défis des organisations complexes. Dans ce premier épisode, nous avons choisi de nous intéresser aux défis humains que doivent relever les hôpitaux. Comment rendre plus attractifs les métiers de l'hôpital ? Comment faire face à la concurrence des métiers ? Comment leur redonner du sens ? Comment embarquer les équipes dans les projets de transformation de l'hôpital ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Anne Ferrer-Villeneuve, directrice générale du CHU de Montpellier, et Jean Agulon, DRH du groupe RATP. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors vous êtes les tout premiers invités de ce podcast. Première question toute simple, pourquoi est-ce que vous avez accepté finalement de venir accepter cet échange, Anne Ferrer ? C'est une belle opportunité à la fois de rencontrer Jean, de mettre en lumière nos expériences respectives et surtout pour ma part de montrer combien mon métier est fascinant. Jean Agulon ? À chaque fois qu'on raconte un peu ou qu'on se raconte un peu, c'est une façon de mieux se comprendre soi-même. Donc c'est toujours un moment d'introspection utile. C'est évidemment une opportunité de partager des bonnes pratiques et de découvrir ce qui peut se faire de bien en dehors de son champ et d'essayer de se l'approprier. Alors merci de cette disponibilité que vous nous montrez, que vous nous offrez. Vous êtes, on va le voir, on va le découvrir ensemble, à des postes très différents tous les deux. La première chose que j'aimerais vous demander, c'est peut-être ce que vous faites finalement quand vous arrivez sur votre lieu de travail au CHU de Montpellier, à la RATP. Qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous faites le matin, Anne Ferrer ? Alors pour moi, ça va pas être extrêmement romantique. J'arrive très tôt le matin, donc souvent c'est moi qui ouvre la direction générale et qui ouvre le site où toutes les équipes vont travailler. On est un établissement de très grande taille. Il y a 12 088 professionnels qui s'engagent quotidiennement au CHU de Montpellier. Et donc, Bénèche, c'est cet endroit où j'exerce et où je m'efforce de prendre le pouls de l'hôpital. Donc, le matin, c'est ce temps calme. C'est à côté du centre de Montpellier, On est au plein cœur de Montpellier. On est un établissement enraciné. C'est la plus vieille faculté de médecine en activité au monde. Et l'hôpital s'oblige à continuer cette transmission dans l'histoire. Donc oui, en plein cœur. Donc vous êtes la gardienne des clés, si on comprend bien. Et vous, Jean Agulon, vous ouvrez aussi le site. Non, il y en a trop. Alors, je n'ouvre pas le site sur lequel je travaille, puisqu'il est tout le temps ouvert. Comme l'hôpital, on fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et une des particularités du siège de la RATP, c'est qu'il y héberge des activités très opérationnelles. Le PC de sécurité, de sûreté, un certain nombre d'activités très opérationnelles. Donc, ça ne ferme jamais. Et donc, quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, en général, les premières personnes que je croise depuis que je me suis levé, c'est au travail. Donc, je dis bonjour parce que c'est un bon thermomètre de sa propre humeur et puis de celle... Ça permet de tester un peu l'ambiance du jour. DG de CHU, DRH d'une grande entreprise publique.
justement, je vais dire un mot de vos structures. Le CHU de Montpellier et la RATP ont 2 statuts différents. Le premier est un établissement de santé qui gère des financements publics. L'autre est un EPIC, un établissement public qui gère des financements privés. Mais vos 2 organisations ont en commun de mener des missions de service public et de rassembler aussi des dizaines de métiers différents. 180 pour le CHU de Montpellier, 250 pour la RATP. La dimension humaine est donc au cœur de votre projet d'entreprise. C'est ce que nous allons voir dans la première partie de ce podcast. Comment vous embarquez vos équipes dans des projets de transformation, la modernisation de l'hôpital pour vous, Anne Ferrer, l'ouverture à la concurrence pour vous, Jean Agulon. On va voir qu'il y a des similitudes dans vos 2 stratégies. Et puis dans une deuxième partie, on s'intéressera aux enjeux de transformation qui là sont transverses à vos 2 structures et qui participent à l'attractivité et à la fidélisation des talents. Anne Ferrer, le grand projet que vous portez au CHU de Montpellier, c'est un projet immobilier. En quelques mots, en quelques chiffres, je sais que c'est pas facile. De quoi s'agit-il ? C'est simple, mais je vais me permettre d'avoir un désaccord, Edwige, pardonnez-moi. C'est pas un projet immobilier que je porte. Je me refuse à porter du béton pour du béton. Et si c'était ça, je crois que nous passerions à côté de ce qui est l'essence de notre projet de transformation. Et c'est probablement ça qui va nous faire nous rejoindre avec Jean. Pour moi, le projet de transformation de cet établissement, bien sûr, il suppose la modernisation de ses murs. Mais ce serait complètement mésestimer l'importance pour nous de nous focaliser sur les parcours des patients qui changent. On prend les patients en charge dans des temporalités beaucoup plus brèves. Donc, on réfléchit plutôt à la fluidité de ces parcours. Comment un patient qui arrive va pouvoir être pris en charge de manière à être sans aucune rupture au gré de différents segments dont il va bénéficier. L'enjeu aussi pour nous, c'est bien évidemment d'optimiser le confort de ces patients, mais aussi le confort de nos professionnels qui exercent quotidiennement. Alors, il fait chaud à Montpellier, donc ça, c'est un vrai sujet et je pense que ça leur parlera de savoir qu'aujourd'hui, ce 1 milliard d'euros que l'on va déployer, il sera aussi consacré à pouvoir avoir des espaces d'accueil climatisés un peu plus adaptés que ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais surtout, le vrai enjeu pour nous, c'est de conserver la même exigence d'équipement dernier cri, parce que c'est ça la médecine de demain, des séquenceurs, des robots, des outils qui serviront à notre formidable communauté pour continuer de délivrer des soins de très grande qualité, de pouvoir réaliser une recherche remarquable. On est au 3e ou 4e rang selon les indicateurs de recherche et notamment que nos équipes médicales puissent continuer cette surspécialisation qui est celle d'un CHU comme Montpellier, mais aussi la prise en charge des accouchements, la prise en charge de l'hôpital de la vision, qui est une manière de répondre à nos professionnels ou aussi à tous ces patients qui cherchent à un moment donné au sein de l'établissement ou dans le territoire, car nous nous projetons très loin. Donc vous voyez que nos murs, ils sont aussi matériels. Il faut qu'on soit en mesure d'aller jusqu'à Millau, d'aller à Sète, d'aller à Clermont-Lérault, d'aller à l'EHPAD Jean Péridier. Partout, les patients ont besoin de nous. Donc voilà pourquoi ce projet de transformation, il intègre bien évidemment du béton, mais surtout, il intègre des flux et il intègre un engagement de nos professionnels pour porter un projet stratégique qu'ils ont co-construit. Alors justement, parce que les changements que vous venez d'évoquer, et on comprend bien que ça va bien au-delà de ce projet immobilier dont je parlais au départ, ces transformations, comment sont-elles vécues, accueillies ? Vous parlez de co-construction. Est-ce que au début, ça a été fluide ? Est-ce que ça a été bien accepté ? Et comment vous avez fait pour que ça le soit ? Dans tous les établissements comme le CHU ou bien des hôpitaux de plus petite taille, nous avons un point commun. Nous faisons un projet d'établissement qui est un projet stratégique et on le renouvelle au bout de 5 ans. L'enjeu étant que les professionnels puissent avoir différents volets qui leur servent de grande boussole. Nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait le faire très vite. On a mis 5 mois à le faire. 5 mois parce que pour nous, le temps est précieux pour assurer notre développement et répondre toujours mieux aux missions qui nous sont confiées. Donc, on a défini ensemble quels allaient être nos gros axes de développement. Ensuite, on a fait en sorte que chaque acteur puisse les connaître. On a développé une application. Cette application, elle est téléchargeable et on envoie les informations utiles à chacun des 12 088 membres de notre établissement. Et enfin, ce que nous faisons, c'est que nous donnons ce contrat de confiance qui fonde
la possibilité de se transformer à nos professionnels, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir des ruptures, et Dieu sait qu'à l'hôpital public, on se modernise et la technologie aidant, eh bien, on optimise les soins, on change les organisations, il faut que personne ne reste au bord du chemin. Et là, on a créé au 1er janvier 2024 l'école de la transformation hospitalière, qui est un endroit qui assemble les compétences et permet de travailler l'employabilité de nos professionnels. Donc finalement, que l'hôpital change peut se faire, d'une part parce que c'est lisible pour tout le monde, d'autre part parce qu'on accompagne ceux qui, à un moment donné, au gré de cette transformation, pourraient voir leurs compétences, leurs habitudes, leur milieu de travail changer. On leur explique qu'il y a un endroit qui va accompagner ces mutations. Et enfin, nous nous évaluons. Moi, je suis très fière que le Centre national de gestion m'ait proposé d'être l'un des premiers DG à être évalué 360. Dans notre établissement, on considère que diriger, s'évaluer, ça fait partie des exigences requises pour savoir si on est bien. Donc, les patients nous évaluent. La Haute Autorité de Santé évalue la qualité des soins et mes professionnels m'évaluent aussi. Anne, merci pour cette présentation que vous nous avez faite de ce projet. On comprend qu'il faut aller vite, se moderniser, être en accord avec les besoins des patients, aller y répondre, mais aussi embarquer tout le monde, les patients, mais les professionnels, les 12 000 et quelques membres. 88 membres de votre hôpital. Jean Agulon, vous aussi, vous portez un projet d'entreprise énorme au sein en tant que DRH de la RATP, dans lequel il faut aussi embarquer tout le monde. C'est celui de l'ouverture à la concurrence. Même question, même challenge que pour Anne Ferrer. En quelques mots, en quelques chiffres, de quoi s'agit-il ? Je vais peut-être du coup repréciser une information que vous avez donnée tout à l'heure. On est certes un établissement public, industriel et commercial. C'est celui qui est le plus connu, qui exploite de façon monopolistique les réseaux de métro, de tramway, de RER et de bus de Paris et de la Petite Couronne. Ça occupe 45 000 personnes. Mais le groupe RATP est constitué de 75 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 30 000 personnes qui, en dehors de la région parisienne, exploitent déjà des navettes fluviales, des réseaux de métro automatique, des réseaux de tramway dans 15 pays, ailleurs qu'en France, et dans de plus en plus d'agglomérations en France. On vient par exemple de gagner le réseau de métro automatique de Lyon. Donc en fait, on a un gros tiers de l'entreprise qui connaît déjà la concurrence, mais son cœur historique qui, depuis 70 ans, opère de façon monopolistique. Depuis 2009, une loi a prévu qu'à partir de 2025, le réseau de bus, qui est constitué de 19 000 des 45 000 personnes de la région parisienne, sera ouvert à la concurrence. On y est en 2025. Et en 2029, ce sera le tramway. Et en 2039, le métro et le RER. Et donc, on est dans une situation où on était dans une entreprise à statut monopolistique qui avait un peu l'éternité devant elle. Et on doit accompagner l'ensemble du personnel vers cette transformation qui fait que on peut être titulaire de l'exploitation d'un réseau pendant 5 ans, puis le perdre au bout de 5 ans. Et surtout, l'EPIC se trouve organisé autrement, puisqu'on ne peut pas répondre en tant qu'EPIC aux appels d'offres. On doit créer des filiales. Et donc, on est en train de faire évoluer le sentiment d'appartenance, le lien d'appartenance des personnes, d'un EPIC à statut vers un groupe constitué d'une multitude de filiales. Et donc, c'est ce qui nous occupe depuis maintenant une dizaine d'années. Et on a souhaité embarquer d'une certaine façon 3 parties prenantes principales. Tout d'abord, le management et le top management. Et je trouve un point commun avec ce que vient de dire Anne, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, on a, en partenariat avec une grande université, développé une université de la transformation qui a permis finalement d'embarquer les 454 dirigeants de la RATP dans ce qu'allait devenir leur futur. On voit bien que de passer d'un centre de coûts à un compte de résultats, ça implique un certain nombre de choses. Le fait d'être le patron de sa filiale par rapport au fait d'être le directeur d'une entité, d'un grand tout, ça change un certain nombre de choses. On a aussi embarqué, et de façon quasi simultanée, nos organisations syndicales depuis quasiment le début de l'aventure, en considérant qu'on ne pouvait pas avoir un dialogue social s'il y avait une trop grande dissymétrie dans la compréhension de ce qui se passait. Et puis on a bien sûr aussi embarqué le personnel en considérant que si on continuait à considérer le personnel comme l'objet de la transformation, au lieu d'en faire un sujet de la transformation, on passait à côté d'une capacité d'implication importante. Et donc on a mis en place une nouvelle fonction
par exemple le Chief Transformation Officer, qui est une compétence qu'on a installée au plus près des opérations. On a installé tout un tas de mise en situation anticipée pour permettre à chaque personne dans l'organisation de se projeter dans ce que serait le futur de son travail. Et ça marche ? Pour l'instant, ça fonctionne. Les 3 premiers centres bus mis en concurrence changeront d'exploitant au mois de novembre 2025. 2 resteront dans le groupe, 1 quittera le groupe et ça s'échelonnera jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc on est au cœur du sujet. Et je pense que c'est aussi une caractéristique commune avec la responsabilité de Anne, c'est que cette transformation, elle doit s'opérer tout en continuant à exercer notre activité de service public quotidienne. C'est-à-dire que pendant ce temps, on continue à transporter 12 millions de personnes tous les jours, dans tous les modes de transport. On a traversé au passage 2 projets de réforme des retraites. Je ne sais pas pour la fonction hospitalière, mais pour la RATP, le fait d'avoir stoppé le régime spécial de retraite, ça a quand même été un gros sujet. Entre parenthèses, il y a eu aussi un peu les Jeux Olympiques qui nous ont un peu occupés. Donc, il faut arriver à combiner cette transformation à long terme avec les exigences du quotidien. Anne, est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que certaines choses développées par Jean Agulon vous ont parlé ? Alors, on a bien vu des points de similitude, cette école et cette université de la transformation. Est-ce que vous aussi, vous avez embarqué les organisations syndicales pour maintenir un dialogue social comme il y a eu à la RATP sur l'ouverture à la concurrence ? Alors moi, je trouve la démarche que vient de nous présenter succinctement Jean extrêmement inspirante et avec beaucoup de similitudes parce que on ne peut pas transformer sans embarquer notre collectif. Et peut-être une toute petite différence, l'hôpital est déjà confronté autour de lui à un nombre croissant de cliniques ou d'offres de santé. Et donc finalement, l'attractivité est derrière la fidélisation de nos professionnels, quels qu'ils soient. On pense au premier chef au corps médical, puisque la démographie est en ce moment extrêmement compliquée. Mais ça peut être aussi les infirmières de bloc opératoire. Ça peut être aussi, puisqu'on forte empreinte intelligence artificielle, ces nouveaux métiers qui sont très challengés et très demandés. Donc finalement, transformer avec nos professionnels, ou bien conserver, ou bien attirer les professionnels qui doivent nous rejoindre dans un environnement mouvant, eh bien je crois que ça se construit avec une bonne transparence dans la cible, une adhésion à cette cible que l'on travaille, et un dialogue social construit, ce qui amène à parier sur l'intelligence collective. Et moi, j'ai cette chance à Montpellier d'avoir un dialogue social apaisé qui nous permet de progresser. On voit bien donc... Oui. Si vous permettez, j'ai peut-être oublié une cible et je ne sais pas si Anne, dans votre dispositif, c'est une préoccupation aussi. J'ai parlé de l'encadrement supérieur, des organisations syndicales, du personnel. Rien ne se fait sans le management de proximité. Et si nous n'accompagnons pas ce management de proximité dans un peu une révolution culturelle qu'on est en train de mener, je pense que, et on y reviendra peut-être dans un instant, la question de l'attractivité de nos talents dans un modèle managérial dépassé poserait beaucoup de problèmes. Donc on doit aussi faire évoluer le modèle managérial si on veut à la fois se donner les moyens d'embarquer tout le collectif, comme vous l'avez dit, mais aussi proposer des conditions de travail qui soient attractives. Et on va effectivement y revenir, Jean Agulon. On voit bien en tout cas comment pour des projets d'entreprise radicalement différents à l'origine, vous avez chacun la volonté de faire, et je reprends ce que vous avez dit Jean Agulon, de faire du personnel non pas des objets mais des sujets de la transformation, et finalement vous avez mené ça avec des stratégies qui sont similaires, que ce soit via ces écoles, universités de la transformation ou encore dans comment embarquer les collectifs, le collectif que vous avez. On voit donc toute la pertinence de faire dialoguer vos deux secteurs, et je vous propose maintenant dans cette deuxième partie du podcast d'aborder des transformations qui sont plus systémiques à la société et qui touchent donc vos deux secteurs et plus largement les organisations.
Jean Agulon, vous avez identifié à la RATP, en tant que DRH du groupe, 3 grandes transformations sociétales, on va dire, majeures. Les relations entre les usagers et les personnels qui tendent à changer, les rythmes de travail aussi, et notamment l'atypicité des rythmes de travail, et ça on va voir que ça concerne vos 2 secteurs, et puis l'évolution du rapport au travail. Je vous propose qu'on décline chacune de ces transformations majeures et puis qu'on identifie à chaque fois des leviers concrets, que ce soit justement en termes d'attractivité et de fidélisation des salariés. Donc, Jean Agulon, quelle est sur cette première transformation sociétale que vous observez, donc ces relations usagers-personnelles, comment est-ce que vous le voyez au quotidien et puis en quoi elle change ? Alors, je pense que c'est aussi un grand point commun qu'on a avec le secteur hospitalier. L'activité de transport urbain, c'est presque et avant tout une activité de main-d'œuvre. Je crois que près de 70% de nos salariés voient plus les usagers et les clients que leurs propres managers. Donc, la confrontation de ces agents de la RATP à ce que devient la société est quelque chose qui nous préoccupe. Ça se manifeste comment ? La moitié des accidents du travail sont liés à des agressions. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce sont plus de 300 équivalents temps plein qui sont chaque jour arrêtés à la RATP à la suite d'agressions. Chaque jour, ce sont plusieurs personnes qui sont hospitalisées des suites de ces agressions. Par des usagers, donc. Par des usagers. Je ne suis effectivement que dans des agressions, dans une relation agent-usager. Et on voit augmenter la violence des relations. Donc, on a cette première préoccupation qui peut devenir un sujet d'attractivité assez rapidement. C'est-à-dire qu'au rythme ou de non-attractivité, du coup. Ou de non-attractivité, c'est-à-dire qu'il commence à se dire que les activités qui mettent les personnes en contact avec le public, et ce n'est pas que dans les transports urbains, moi j'entends ça aussi avec des collègues de la région parisienne dans le secteur hospitalier, on commence à avoir un peu de difficulté à convaincre les gens qui vont devoir subir ce type de violence avec les usagers. Donc on a tout un dispositif à la fois de prévention sur les comportements à avoir pour éviter la conflictualisation des relations, mais aussi de réponse de la justice à ces agressions. Donc on ne subit pas ce phénomène, on essaye d'avoir les relations les plus proches possibles avec les procureurs dans lesquels nos activités se déroulent, de sorte à ce que les plaintes qui sont déposées aient des suites. Et si on ne s'occupe pas de ce suivi, c'est moins efficace que quand on s'en occupe. Est-ce que, Anne Ferrer-Villeneuve, vous partagez, vous constatez aussi ces violences, ces rapports tendus entre les personnels et les usagers à l'hôpital de Montpellier et puis peut-être plus largement dans le secteur hospitalier ? On a été longuement préservé, parce que l'hôpital était un milieu où, classiquement, les usagers venaient de manière apaisée et fréquemment inquiets. Aujourd'hui, c'est une explosion des cas d'incivilité et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous observons, nous les hospitaliers, cette loi qui vient juste d'être promulguée et qui va nous permettre de porter plainte, nous, c'est-à-dire directeurs d'hôpitaux, à chaque fois qu'on va avoir un cas de violence ou une incivilité majeure envers nos professionnels. Et alors pour le CHU de Montpellier, c'est une tolérance zéro. On n'est pas hospitalier pour être victime de violences, quelle qu'elle soit, verbale ou physique. Et donc, systématiquement, il y aura poursuite. Et on met en place, en ce moment même, des grandes affiches, puisque la loi vient juste de paraître, pour l'annoncer. Et on a cette chance d'avoir un procureur à Montpellier qui suit beaucoup et qui nous permet de régler ces difficultés. Après, nous, on soigne. Donc, comme fréquemment, on accueille des gens qui eux-mêmes sont blessés, on les soigne. Mais en revanche, en suivant, on poursuit. Et je crois que c'est important de changer les codes chez ces personnes qui ont besoin d'avoir des limites. Et les directeurs d'hôpitaux seront au premier rang de ceux qui vont fixer ces limites. Tolérance zéro, c'est très clair. Il y a peut-être un point qu'on pourrait relier entre nos 2 instances. Vous parliez du soin. On s'aperçoit aussi, nous, à la RATP, qu'en termes de gravité et de longueur des arrêts, la multiplicité des agressions auxquelles un salarié peut être confronté enquiste son trauma et on a des arrêts très longs. Et on est en train de tester
le MDR, qui est un protocole de soins qui maintenant est bien connu, non seulement dans une relation de face à face entre le thérapeute et le salarié, mais maintenant dans des dispositifs collectifs qui permettent de démultiplier l'efficacité. Et on commence à mesurer l'efficacité de ces dispositifs au bénéfice de nos salariés, et plus on pourrait avoir, et parce qu'on s'aperçoit que la compétence de soins, l'expertise en EMDR, c'est pas très développé en France, et en tout cas, il n'est pas dimensionné au nombre de personnes qu'on aura à traiter. Donc, si on pouvait peut-être nouer des relations entre les deux secteurs, ce serait peut-être dans ce secteur-là, parce que le MDR, ça fonctionne à la fois pour des agents de la RATP, mais pour tout type de personnes. C'est sur tous les traumas, effectivement, en général. Donc, on le comprend bien, tolérance zéro, mettre des limites, porter plainte, avoir cette réponse judiciaire à chaque fois, et accompagner aussi derrière ces traumas et ces personnes dans le retour à l'emploi. Il y a un autre enjeu de transformation qui traverse vos secteurs, c'est celui de l'équilibre vie pro, vie perso, et c'est particulièrement vrai à l'hôpital et dans les transports parce que vous avez, vos personnels ont des horaires atypiques, c'est évident. Alors, quel est l'impact en termes d'attractivité ? Comment on fait, Jean Agulon ? On a plus de 50% de notre personnel qui travaille plus de 20 week-ends par an. On a des horaires qui sont pas très prévisibles. C'est-à-dire qu'on a des roulements qui font que dans 6 mois, la personne ne sait pas si ce sera ce week-end qu'elle aura de libre, cette soirée. Ce qui rend pas l'engagement dans des activités associatives, sportives ou familiales très simple. Alors, c'était accepté jusqu'à un passé récent parce qu'il y avait un pacte social qui compensait. J'ai parlé tout à l'heure de la réforme des retraites. Ce pacte social, il évolue et du coup, la tolérance des salariés à ces incommodités, elle diminue. Et donc, on a de plus en plus... Alors, ça se manifeste de deux façons. Où on a pas mal de démissions dans les premières semaines suivant l'embauche quand les gens sont confrontés à ces rythmes de travail, où on a un absentéisme croissant aussi, dont on s'est aperçu qu'il était positionné dans les horaires les plus compliqués. Donc, on a travaillé sur la semaine en 4 jours, dans un certain nombre de secteurs, et ça commence à produire des effets sur la baisse de l'absentéisme. Et on travaille aussi à une plus grande personnalisation des services commandés en fonction de la situation familiale, en fonction de l'âge, en fonction d'un certain nombre de données comme ça. Anne Ferrer, comment est-ce que vous gérez ces rythmes de travail au sein du CHU de Montpellier, et est-ce que vous constatez que c'est un frein peut-être au recrutement et à la rétention des équipes ? L'exigence de l'hôpital, c'est celle de la continuité. Alors, c'est une exigence forte parce que on ne peut pas se priver de soignants au lit du malade avec les compétences requises, ce qui nous amène à avoir un management extrêmement attentif à la fois sur l'absentéisme, notamment l'absentéisme de très courte durée, qui lui va venir désorganiser des trames de travail et induire que l'on appelle, on réappelle, on surappelle. Et dans ces cas-là, on devient maltraitant si trop fréquemment, ce sont toujours les mêmes qui viennent pallier les absences des autres. Donc on doit être extrêmement vigilant à ce que la continuité soit accompagnée de nouvelles modalités d'organisation qui répondent aux aspirations de nos professionnels. À Montpellier, en lien avec nos organisations syndicales, puisque ça suppose qu'il y ait une écrasante majorité, voire l'unanimité des professionnels, car ce sont des horaires dérogatoires, nous avons beaucoup développé les 12 heures. 12 heures, ça veut dire travailler 3 jours par semaine. Et 12 heures, c'est aussi une réponse à la continuité qualitative des soins. On peut suivre le patient tout au long de la journée. On ne s'arrête pas. Et donc, si on fait le lien avec ce qui se passe auparavant, le patient a le même soignant lorsqu'il vient, par exemple, en ambulatoire, toute la journée. Donc, ça tisse des liens. Ça fait aussi un petit peu baisser la pression plutôt que de voir se succéder des soignants. Donc, il y a des avantages au travail en 12 heures, mais c'est aussi une organisation un petit peu différenciée qui plaît aux plus jeunes générations. Parce qu'on a un défi, j'imagine, que nous partageons, c'est le brassage générationnel. Et pour être très schématique, on a les boomers, on a la Gen Z, et entre les deux, on a beaucoup d'aspirations à concilier. Des aspirations qui, à l'hôpital, peuvent être finalement réconciliées à travers la recherche de sens. Les plus vieilles générations sont rentrées
à l'hôpital, finalement parce que ils avaient envie de s'engager dans un projet qui était un projet médical, soignant, mais aussi pour ceux qui sont dans les fonctions support, qui répondaient à leurs valeurs. On a exactement le même type d'engagement dans les jeunes générations. Donc ça nous amène à avoir un management qui fait prévaloir ces valeurs, et derrière, on en revient au cycle de travail. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible l'exercice de ces valeurs? J'arrive à l'hôpital, je soigne, c'est gratifiant, c'est ce que je souhaite faire. Donc, je retire toutes les tâches ancillaires, tout ce qui est de nature à être finalement des interfaces un peu médiocres. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'encadrement. On en parlait tout à l'heure. On demande beaucoup à nos cadres. Et en même temps, si je me consacre à 100% à ce que j'ai eu envie de faire, eh bien, ça signifie que derrière, sur des cadences un petit peu plus denses, 12 heures, il faut avoir un nombre de professionnels présents et capables de venir pour ne pas épuiser nos professionnels. Donc, vous voyez, c'est tout un jeu de niveaux qui sont très communicants et qui, in fine, nourrissent cette thématique d'attirer les meilleurs, d'attirer ceux qui souhaitent venir travailler à l'hôpital et de les conserver, de les fidéliser. Vous aussi, Jean Agulon, vous avez cette problématique du sens qu'on va donner à son travail et qui n'est pas forcément uniquement à voir chez les jeunes générations. Alors ça, c'est le troisième enjeu que vous évoquiez tout à l'heure, c'est finalement la transformation continue du rapport au travail. Et ça, moi, j'ai la conviction que c'est pas un sujet générationnel. C'est une tendance qui concerne toutes les générations. On travaille sur essentiellement 2 leviers pour nous adapter à ces nouvelles exigences que les personnes peuvent avoir vis-à-vis de leur travail, dont le sens. On travaille à la fois sur le levier managérial que je commençais à évoquer tout à l'heure. Et sur ce levier managérial, je pense qu'il y a un peu 2 idées directrices. Vous évoquiez les tâches ancillaires, Anne. En fait, le manager, alors que la légitimité, elle s'acquiert dans le présent, on l'attend beaucoup dans le passé, les reportings, et beaucoup dans le futur, les budgets, les prévisions, etc. On le met dans des situations complètement contradictoires. Alors qu'on lui demande d'être au contact de ses équipes, on l'attend sur le passé et sur le futur, au lieu de l'attendre et de l'espérer sur le présent. Donc on travaille sur cette première dimension. La deuxième dimension sur laquelle on travaille particulièrement à la RATP, c'est sur la question de la responsabilisation et du développement de l'autonomie des personnels. Alors la caractéristique de la RATP, peut-être comme dans le transport aérien, c'est qu'on est marqué par la question de la sécurité ferroviaire. Quand vous transportez, conducteur de RER, 2000 personnes, c'est 3 Boeing 747, vous avez un certain nombre de règles à respecter. Donc on est très marqué par un management, par la règle, par l'instruction. Ça, c'est pas très parlant aux jeunes. Donc il faut qu'on trouve de nouvelles façons de permettre aux managers d'aller rechercher l'implication et la responsabilisation des personnes. Et donc, le deuxième levier sur lequel on travaille, en écho avec ce que je viens de dire, c'est sur la question de la qualité du travail. Je parle de travail et pas d'emploi. On a, depuis 40 ou 50 ans, employeurs, organisations syndicales, pouvoir public, beaucoup parlé de l'emploi. Et on a beaucoup trop sous-investi la question du travail. Et donc, nous, on met en place des expérimentations pour installer des dialogues entre les salariés et les managers sur la question de la qualité du travail et du travail bien fait, avec au cœur le développement de la notion de confrontation qui permet d'éviter les conflits. Donc je ne confonds pas conflit et confrontation, et qui permet d'éviter de mettre la poussière sous le tapis. Donc la question de la confrontation sur les critères du travail bien fait, c'est un beau champ d'investigation. On voit bien effectivement tout le travail autour de ce modèle managérial à réfléchir. Vous vouliez réagir, Anne Ferrer? Je trouve décidément que les analogies sont légion. Qualité, sécurité, typiquement, à l'hôpital, c'est ce qui forge notre pratique quotidienne, avec peut-être une différence, c'est que chaque sécurité, c'est pour chaque patient. En d'autres termes, vous emmenez 3 Boeing, c'est ça? Nous emmenons un patient. Et donc finalement, on retrouve exactement les mêmes leviers et les mêmes objectifs un peu fondamentaux. Et on se rend compte que brasser les générations autour de ces objectifs, je vous rejoins, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Peut-être la différence, c'est que nos seniors restaient. Même s'il y avait des insatisfactions, même si tout n'était pas parfait,
Les plus jeunes professionnels vont nous dire non, je pars ailleurs. Et nous, c'est assez simple. Vous traversez, vous allez dans un autre établissement, vous allez dans une clinique, vous allez à l'étranger. La remarquable formation de nos professionnels médicaux fait qu'ils peuvent partir n'importe où dans le monde ou alors à l'autre bout de la France. Donc finalement, on a un vrai sujet de fidélisation, peut-être même le cœur de notre métier. On arrive à la fin de ce podcast et je voudrais un dernier exercice que je vais vous demander. Je vais vous demander de prendre ma place. Jean, vous allez poser une question à Anne, qu'on n'a peut-être pas abordée. Et puis la même chose de votre côté, Anne, de poser une question à Jean. Qui commence ? Je vais vous poser une question un petit peu drôle, Jean. Demain, je vous donne les clés du CHU de Montpellier. Vous prenez, vous venez et vous faites quoi, votre première décision ? Je pense que le secteur hospitalier, c'est quand même un secteur qui, comme beaucoup d'autres, nécessite d'avoir une expertise. Moi, je ne sais pas si la polyvalence, elle n'a pas quelques limites dans un certain nombre de cas. Mais si c'est à Montpellier, ça pourrait me tenter, pour des raisons personnelles. La première décision que je prendrais, c'est de me taire pendant 3 ou 4 mois et de passer beaucoup de temps sur le terrain à la rencontre des personnes et à la découverte de leur métier. Alors, dans ce cas, vous n'en partirez plus, vous resterez à Montpellier, à la tête du CHU, Jean, c'est certain. On inverse ? Alors, une question que je poserai à Anne. Justement, sur j'ai beaucoup discuté avec des infirmiers, avec des pratiquants, et j'ai toujours été étonné de la dualité dans une organisation hospitalière entre le management, on va dire, administratif, économique, de gestion, et le management de l'expertise. Et je me demande comment, à votre place, on arrive à faire cohabiter ces deux logiques qui, a priori, semblent antinomiques, mais j'imagine que justement l'art, c'est de les réconcilier. Et quand on voit ça de l'extérieur, on se demande, mais comment on arrive à... Il est évident qu'il n'y a aucune hiérarchie sur la communauté médicale et que nous n'avons pas cette expertise. Mais je dirais que dans beaucoup de métiers, c'est ça. Vous pouvez diriger un opéra, votre danseur étoile, vous n'êtes pas capable de faire ses entrechats et pour autant, vous allez avoir envie de porter votre opéra au zénith, puisque là encore, c'est une concurrence mondiale. Pour ma part, je vis l'engagement de directeur d'hôpital comme étant passionné. Il faut aimer ce que l'on fait. Et donc, quand le corps médical ou lorsque les soignants voient que vous vous intéressez à ce que vous faites et que vous avez ce vernis, et je le qualifie de vernis, parce que bien évidemment, il y a des grands moments de solitude quand il y a des ruptures technologiques et qu'on vient vous expliquer en quoi le dernier quartier va permettre de soigner encore mieux quand vous avez un institut hospitalo-universitaire, ce qui est notre cas. Nous avons le fleuron dans les immunothérapies avec Christian Jurgensen. Ces moments-là, c'est des moments qui vous challengent et qui vous amènent à beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension et vous tissez des ponts. Et quand vous commencez à aller vers l'autre, ce que vous disiez, vous vous taisez pendant quelques mois, il y a des moments où en réunion, vous écoutez et vous amenez l'expertise qui est la vôtre. Comment rendre accessible et soutenable le développement qui permettra d'assurer qualité des soins, enseignement remarquable, parce qu'ils sont capables de le faire, et comment la recherche de demain fera de votre établissement un établissement leader toujours pour les patients. Si vous réconciliez un petit peu ce triptyque, vous vous effacez derrière l'expertise et le talent de votre communauté soignante, vous répondez aux besoins des patients, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de hiérarchie. Merci Anne Ferrer-Villeneuve, directrice générale du CHU de Montpellier, et merci Jean Agulon, DRH du groupe RATP, d'avoir participé à ce premier épisode du podcast À l'hôpital et ailleurs, proposé par l'ANAP en partenariat avec la conférence des DG de CHU. Ce podcast a pour vocation de faire dialoguer des dirigeants hospitaliers et des décideurs d'autres secteurs pour identifier des leviers communs d'action concrète afin de relever les défis stratégiques des organisations. Dans cet épisode, nous avons mis en évidence l'importance d'intégrer les personnels au projet de transformation des entreprises, d'en faire des acteurs à travers des programmes d'information et de formation. Nous avons vu aussi comment le CHU de Montpellier partage des défis avec la RATP sur les grands enjeux de transformation, que ce soit en termes de QVCT, de sens du travail ou de réflexion sur les nouveaux usages et les nouveaux métiers. Cet épisode était animé par Edwige Coupez.
Transition écologique, coopération territoriale. Dans les prochains épisodes, nous continuerons d'explorer les enjeux de performance partagée entre dirigeants hospitaliers et dirigeants d'autres secteurs. La NAP, l'expertise en partage.